Après sa victoire, Eldia célèbre dans le deuil. Eren est emprisonné et ne peut rejoindre son frère Sigurd qui est pourtant à 2 doigts de réussir son plan infaillible pour sauver l'humanité. Mais quel est vraiment ce plan ? Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'analyse du 10e épisode de la saison finale de l'attaque des Titans. Si vous voulez connaître tous ces secrets et vivre avec nous la meilleure expérience possible, vous êtes au bon endroit. Et le tout sans aucun spoiler. Vous êtes prêts ? C'est parti. お願い帰ってきてやるんだな今ここで勝負は今ここで決める誓った進む戦え戦え戦え戦えじゃあ俺たちは地ならしに頼るしかなくてヒストリアの犠牲は避けられないってことですか。そうなる。 Il y a plus de 100 ans, Eldia régnait sur le monde, éliminant de nombreuses ethnies et réduisant des pays entiers en esclavage, à l'instar de Mar aujourd'hui. Fort de sa suprématie, le peuple d'Ymir ne comptait que sur un seul allié, Izul, pays d'Asie correspondant au Japon de notre monde. Cependant, après le soulèvement Mar durant la Grande Guerre des Titans, puis l'exil du roi Fritz sur l'île de Paradis avec une partie de son peuple, Izul tomba en disgrâce face à un monde en colère. Au même moment, l'empereur d'Izul, qui aimait séjourner chez son ami Fritz, se trouva forcé de s'exiler sur l'île de Paradis pour sa propre sécurité. Au fil des générations et après 107 ans, la dynastie royale d'Izul s'implanta dans les 3 murs de l'humanité, jusqu'à ce que l'une des descendantes se marie avec un Ackerman et donne naissance à la dernière héritière bâtarde royale asiatique, Mikasa. この刺繍は私たちの一族が代々伝えてきたものなの。ミカサも自分の子供ができたら教えてあげるのよ。Au même moment, la famille royale des murs donne naissance à sa dernière héritière royale bâtarde eldienne, Historia. Des années plus tard, l'humanité combat pour sa survie face à des titans plus terrifiants les uns que les autres. Parmi eux, un poilu, qui, doté de paroles, déroba à Mickey Zacharias son équipement tridimensionnel. Presque 5 ans plus tard, ce même titan s'avère être le dernier descendant royal eldien abandonné sur le territoire Mar par son ancêtre Karl Fritz. Sig Jäger est résolu à se battre avec Eldia contre Mar, et pour cela, il a façonné un plan infaillible. ご存知の通り、ジーク・イエーガーは秘策があると主張し、それにはヒーズルの介入が不可欠だとしています。 Ce plan en 3 étapes nécessite donc 3 prérequis. Premièrement, Sig Jäger, de sang royal, doit activer le grand terrassement ne serait-ce que quelques minutes afin de prouver à la planète tout entière que si il le désire, l'Empire d'Eldia est en mesure de détruire le monde. Pour cela, il doit trouver l'originel et le toucher afin d'activer ses pouvoirs sans être interdit par le pacte de non-agression créé par son ancêtre Karl Fritz. Deuxièmement, Eldia a besoin de retrouver son vieil allié de toujours, Izul, qui lui permettra de s'adapter aux technologies mondiales sans se soucier d'une attaque ennemie grâce au grand terrassement, arme de dissuasion massive illustrée juste avant. 本日は両国にとって歴史的な日です。この日を迎えられたのは私たちを引き合わせてくれたジーク・イエーガーの存在が不可欠でした。 Troisièmement, Eldia, une fois à jour militairement, n'aura plus à se reposer sur le grand terrassement pour se battre, mais pourra éternellement l'avoir sous la main grâce au 3e prérequis. Le sacrifice de Sig Jäger qui se ferait dévorer par la reine des murs, Historia Reiss. Ainsi, tant qu'Eldia assurera au fil du temps la transmission d'une part du bestial dans la famille royale et de l'originel dans une autre lignée, les 2 titans pourront, et cela à n'importe quelle époque, se retrouver et rentrer en contact pour activer le grand terrassement. 終わらせよう。終わりにしたいんだよ。俺たちで。
Fort de ce plan en tête, Sig est envoyé sur Paradis avec Pickfinger pour soutenir Rainer Braun et Berthold Hoover afin de dérober l'originel pour le compte de Mar. Cela l'arrange grandement car il ne compte pas le donner à son gouvernement mais le garder pour lui afin de réaliser son plan. Cependant, sur place, il apprend que l'originel est dans le corps de son petit frère Eren Yeager. Tant mieux, il suffit de lui parler. Après sa défaite à Shiganshina, le guerrier qui a déjà rempli son premier prérequis, à savoir trouver l'originel, s'entretient avec la gouvernante d'Izul, Mademoiselle Azumabito, afin de remplir son second prérequis, que les Asiatiques aident leur grand allié de toujours, Eldia. Pour cela, il lui montre l'appareil tridimensionnel qu'il garda secrètement en leur assurant qu'ils pourront trouver sur Paradis la source de son combustible unique, permettant une richesse considérable pour les Asiatiques sur le marché international. Izul accepte et le plan débutera à Levelio où juste avant une attaque surprise, Kiyumi Azumabito, afin de ne jamais être soupçonné dans le futur, devra s'assurer d'avoir la confiance de l'ennemi avant de secrètement quitter la scène. さて行きましょうか。 Enfin, le troisième prérequis reste le plus délicat pour le guerrier, tant il importe à Eldia seul de décider du rôle de la reine dans cette histoire. Mais fort heureusement pour Sig, Historia accepte de le manger à son terme des 13 ans pour faire rentrer le bestial dans la famille royale et le transmettre à ses enfants après elle, afin de garder la possibilité du grand terrassement à travers le temps. Malheureusement, une variante intervient. Eren Yeager ne supporte pas que l'on sacrifie ses amis et s'oppose à ce choix. Alors, curieusement, au même moment, Historia tombe enceinte, empêchant la reine de manger Sig avec un bébé déjà dans le ventre. Le plan du guerrier, pourtant à 2 doigts de la réussite, n'est pas détruit, il est mis en pause. Et les 2 frères n'attendent qu'une seule chose, se rencontrer. 何してるの？君がエレンだね。大丈夫？変わりない？鏡に向かって話しかけてたの？ねえ。進撃の巨人、戦え、戦えってやってたよね、今。ねえ、戦え、戦えって言ってたんだよね。何と戦うの？いえ、別に。君の巨人の名前でしょ？なんで誰もいないのに一人で喋っていたの？戦え、戦えって2回言ったってことは2回戦があるのかな？もういいだろハンジ。こいつは15だぞ。そういう時期は誰にでもある。はあ？普通はそんな一人で喋ったりはしないと思うんだ。ほら！今のは何だったのエレン？その髪型かっこいいと思うよ私は。ちょっと乱れてる感じなんか頑張って無造作に見えるような努力が伝わった。何しに来たんですか？何って話しに来たんだよ。でもやっとここから出られそうなんだ。でも君がなぜ単独行動に出てこの島を危機に追い込んだのかがわからない。ただこれをつけなきゃだけど。俺は潜水の巨人を食いました。つまりどれだけ深く固い地下に俺を幽閉しても無駄だってことです。そうだよ。Nous avons donc un 10e épisode qui dans sa structure va alterner passé, présent et qui à première vue va offrir une lecture assez compliquée, difficile, avec beaucoup de nouvelles informations à digérer. Et le but d'Hajime Isayama dans ce nouveau chapitre adapté en animé va être de faire souffrir les lecteurs comme absolument tous ces personnages, où dans le passé nous aurons l'humour, la joie, l'espoir et dans le présent tout s'est effondré. Nous avons la tristesse, nous avons le deuil, nous avons la haine et la colère. Tous ces éléments participent à une déconstruction, une volonté propre de l'auteur qui va avoir pour vocation dans cette saison finale de détruire tout ce qui a été fait dans les 3 premières saisons. Faisant écho aux paroles d'Armin Arlert dans le précédent épisode qui se demandait s'il ne pouvait pas en être autrement. Est-ce qu'il n'y avait pas un autre moyen? Nous avons donc la fin d'un flashback qui va nous présenter les toutes dernières images
de ce que nous connaissions, de l'ancien Shingeki no Kyojin. Et alors il sera très étonnant de voir que tout cela se termine aussi sur la forme, avec un soleil couchant, avec la nuit qui arrive, le crépuscule, et donc forcément la fin de l'histoire. Bienvenue dans la sitcom dépressive de Shingeki no Kyojin, cette saison finale qui va arborer des teintes vraiment de dépression intense, et cela sur tous les personnages. Il faut savoir qu'on a un auteur qui a pour vocation de faire souffrir chacun de ces personnages vis-à-vis d'une punition qui leur est propre. Un auteur qui veut vraiment remuer le couteau dans la plaie, qui veut enfoncer le clou et nous montrer que tout ce qu'il y a dans le passé nous fera rire et ces mêmes choses dans le présent nous feront peur. お前ら図体ばかりでかくなりやがって。これからよろしくお願いします。いいや、今後もお前らとの接触はない。 Comme par exemple la taille, élément très important de cet épisode qui, dans le passé, sera présenté avec beaucoup d'humour et de tendresse par Levi Ackerman, alors que dans le présent, cette taille-là sera effrayante par un Eren Yeager, aujourd'hui plus charismatique que jamais, plus imposant que jamais et qui fera peur. Autre élément, l'humour très spécial d'Hajime Isayama avec Connie et Sacha qui fera écho dans le présent où Sacha n'existe plus. L'étiquette de cette saison finale, ça va être une dépression globale, et pour l'illustrer, le mangaka va l'opérer sur chacun de ses protagonistes pour qu'on ne puisse jamais se sentir à l'abri. Kenny Ackerman nous le disait, on a tous quelque chose qui nous pousse à avancer, on est tous esclaves de quelque chose. Et cette petite chose sur laquelle on est tous esclaves, Hajime Isayama va l'écraser un par un pour faire souffrir tous ses personnages. みんな何かに酔っ払ってねえとやってられなかったんだな。みんな何かの奴隷だった。 Levi Ackerman qui n'arrive pas à tenir sa promesse et qui doit laisser en vie le tueur de masse qui a tué son ami. Mikasa qui comprend que petit à petit Eren Yeager, son amoureux, se détache de tous ses amis et devient un ennemi. Connie qui voulait juste vivre heureux et avoir sa sœur jumelle là aujourd'hui perdue. Ce qui enfonce le clou de la dépression dans tout ce climat, ça va être le personnage d'Historia. Et c'est peut-être l'image la plus forte où on voit cette jeune fille qui était pleine de vie maintenant, la porter en elle et pourtant semble complètement morte. Il est très important de comprendre que quelqu'un a prévenu Historia qu'il fallait qu'elle tombe enceinte pour ne surtout pas limiter sa vie à 13 ans, car elle devait manger le bestial de Sig. Quelqu'un l'a prévenu, quelqu'un qui devait donc forcément tenir à elle. Une jeune fille qu'on a vu grandir, qui était pleine de vie et qui a abandonné son nom pour vivre sa vie, comme lui conseillait de faire Ymir, et pourtant, s'est vue prisonnière d'un énième rôle, avec ce regard complètement vide. Si ce regard pouvait communiquer, elle nous dirait « vous n'êtes pas à l'abri », ça va être comme ça jusqu'à la fin. Au final, on peut se voir que la vie n'est pas belle, elle est triste, et on se demande même si dans le monde de l'attaque des titans, la mort n'est pas une libération. Erwin. Et alors, aujourd'hui, Erwin Smith, comme nous le disions plus tôt à Revelio, va hanter les personnages de cette saison, où déjà à Revelio et dans le dirigeable, Angie en faisait la mention à Armin. Aujourd'hui, il est encore cité par le nouveau major du bataillon d'exploration, Angie, qui est totalement dépassé. Et alors, je trouve que c'est quelque chose de très touchant. Le personnage d'Angie va ici représenter toute l'humanité. L'humain dans toute sa splendeur qui va essayer de garder la tête haute face à un Eren qui est totalement déstabilisant, qui est effrayant. Ce personnage profondément humaniste qui du coup, lui, sa punition en tant que comme tous les autres protagonistes, va être celui d'hériter d'un rôle complètement maudit, puisque vous savez, quand il y a quelqu'un, l'élève modèle qui passe en classe au tableau, qui fait son meilleur exposé de toute sa vie, vous passez juste après lui, c'est affreux. Ce sentiment complètement affreux, vous vous dites putain pourquoi je passe après lui, tout ça, ce sentiment là va être attribué au personnage d'Andy Zoé qui, sa punition va être celle de ne pas être à la hauteur du tout de toutes les attentes des lecteurs, puisqu'avant, comme nous on était là dans cette classe, on avait vu que Erwin Smith, le modèle absolument incroyable. Et ce personnage, Andy Zoé, qui disait que Erwin Smith hantait Armin pour avoir établi un tel plan, on comprend au final qu'elle en avait lourd sur la patate et que c'était plutôt Erwin Smith qui hantait Andy Zoé. De ce fait, Andy Zoé vit, comme tous les autres personnages, sa propre injustice. Elle, qui était passionnée par les titans, n'a plus aucun bipède géant à affronter, mais doit à la place gérer une crise politique mondiale, en dirigeant un bataillon d'exploration obsolète qui n'a plus rien à découvrir.
faisant du rôle du Major un rôle maudit que personne ne souhaite endosser, mis à part ce grand blond terrible qui n'avait rien envié à Machiavel et qui se devait, pour maintenir l'ordre, d'agir contre l'humanité. Un Major qui, tant qu'il le peut, ne s'écarte pas de la voie du bien, mais qu'au besoin sache entrer dans celle du mal. En bref, l'inverse total du Nandi Zoé diplomate, qui poussera les ailes de la liberté à traverser la mer et à se rendre chez l'ennemi pour tenter d'y faire la paix. Et ça fait de la peine, c'est un personnage qui va être profondément humain et qui va nous faire vraiment beaucoup de peine. On va la voir dans cette prison qui va rappeler sa toute première rencontre avec Eren, où encore une fois le mangaka va essayer d'instaurer la nostalgie. Alors que leur première rencontre se faisait déjà derrière les barreaux à Stoès, aujourd'hui c'est exactement la même chose, mais sans le voir, les situations s'inversent. On avait donc une première rencontre dans la prison au début du manga, une à la moitié où ici, eh bien, Andy faisait déjà cette blague là de déconstruire le charisme d'Eren Yeager en lui faisant remarquer qu'il parle tout seul. 何してるの？進撃の巨人。 Dans le vide avec Shingeki no Kyojin, le titan assaillant, et aujourd'hui, elle est là, elle l'observe, elle lui refait la remarque qu'il parle tout seul, mais cette fois pour se dire « bats-toi, bats-toi », 2 fois. 鏡に向かって話しかけてたの？ねえ、戦え、戦えって。 Alors au début de la vidéo, je vous disais qu'il va y avoir une volonté du mangaka ici, ça va être de déconstruire tous les éléments qui sont devenus cultes en fait dans les précédentes saisons. Un moyen très efficace de la part de l'auteur d'établir un gigantesque malaise pour également faire souffrir la dernière personne ici qui est intéressante, c'est-à-dire vous, le lecteur, le spectateur. Et ça, il va le faire à travers une gêne incroyable en vous montrant que tout ce que vous avez admiré auparavant était en réalité très gênant, que vous ne l'avez pas remarqué, que vous avez été un petit peu endoctriné, hein, que vous avez été fier de beaucoup de personnages qui en réalité ne sont pas forcément peut-être de belles personnes ou qui en tout cas ne défendaient pas de beaux principes. Et alors pour vous le faire comprendre, il va ne pas le faire à travers le fond mais à travers la forme, quelque chose qui à travers des procédés narratifs et des accords tacites entre lecteurs et spectateurs semble détonner, semble très particulier. Vous connaissez des mangas, vous avez peut-être vu d'autres shonen, d'autres animés, et alors lorsqu'un personnage a son monologue intense, les autres n'ont pas à l'écouter. L'espace disparaît autour de lui, il est badass, il va dégager une aura incroyable. Cependant ici, le mangaka nous rappelle que non, le monde qui l'entoure ne disparaît pas, c'est gênant, t'es cringe. En fait, pourquoi est-ce que tu viens de dire bats-toi devant ton miroir? À travers le personnage d'Andy Zoé et la forme, il va déconstruire absolument tout ce que vous pensez connaître d'un manga et ce que vous pensiez connaître des précédentes saisons. Bats-toi, Tatakae, Tatakae, disait à Mikasa. Tatakae, Tatakae, disait à Armin et à toutes ces brigades qui se faisaient tuer à Trost pour boucher la porte de Maria. Tatakae. 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 Eh bien tout cela devient très gênant puisque à travers la forme, Andy Zoé va répéter Tatakae, Tatakae pour bien vous faire comprendre que cette phrase en fait établit une gêne vis-à-vis du personnage d'Eren. La figure du miroir elle est pas anodine ici parce que tout le monde le fait ça. Tout le monde se regarde dans le miroir, cette scène elle est culte, même dans le cinéma français c'est repris. 鏡に向かって話しかけてたの？ねえ。 Mais ce qui est vraiment terrible dans cette scène de la prison, c'est qu'au final, celui qui a le dernier mot, c'est Eren. Et donc, on peut voir ici, alors que l'auteur tente de déconstruire son personnage même tente de gagner sa propre existence. Lutte, hein. C'est effrayant parce qu'au final, c'est lui qui aura le dernier mot, c'est lui qui va prendre Andy Zoé par le col et qui va lui dire « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Je le redis, mais c'est encore très déstabilisant, surtout dans cette adaptation animée qui va montrer vraiment explicitement un tableau de méchant avec Eren Yeager derrière les barreaux, le visage et le corps noircis par l'ombre. On a vraiment ici la présentation d'un méchant. Et donc on se rend compte que les choses ont changé, on ne sait plus trop quoi penser, nous. Pour qui prendre parti quand on voit que Eren Yeager s'éloigne de ses amis, quand on voit que Mikasa est obligée petit à petit de défendre un monstre. Armin, son pote de toujours, est en train de le comprendre et se dit qu'il est vraiment très important aujourd'hui d'aller lui parler, de voir ses amis de la 104e brigade dire ne plus le reconnaître, que sa réaction lorsque Sacha est morte, c'est d'avoir rigolé. Andy le dit très bien, t'as changé, avant le sort d'Historia t'importait, maintenant t'as l'air de t'en foutre, qu'est-ce qui se passe? 私は確信してた。君が
ヒストリアを犠牲にすることはないって。 Le paneling d'Isayama toujours efficace qui a été repris case par case dans cet épisode puisque eh bien Angie disait je t'avais vu défendre Historia, vous remarquerez que Angie Zoé remarque le sourire d'Eren à Historia et ça c'est super pertinent pour établir plus d'empathie vis-à-vis de ce personnage qui est extrêmement humain et qui va noter toutes les petites intentions des uns portées aux autres, la médiatrice de toute cette histoire puisqu'elle voit qu'Eren était touché par un de ses camarades. Et du coup maintenant elle comprend, elle se dit il y a quelque chose qui se passe, il n'y a pas que ta coupe de cheveux qui a changé. Et alors c'est vrai que le personnage d'Eren, pour faire le tour un petit peu de toute cette idée que chaque personnage doit souffrir, vous avez remarqué peut-être un truc si vous avez compris que tout le monde un par un va s'enfoncer dans une chute en enfer terrible vis-à-vis de ce qui les tient en vie, ça va les écraser et puis les dévorer jusqu'à ce qu'il n'ait plus rien pour eux. Il y en a un, Eren Yeager, et bien c'est tout l'inverse. Et ça vous avez remarqué finalement que lui c'est la courbe croissante inversé des autres. Simplement parce que il a énormément souffert au début. Si tous les personnages sont décrescendo, lui c'est l'inverse. Les autres commencent de haut. Tous les personnages de Shingeki no Kyojin depuis le début de l'histoire sont meilleurs qu'Eren. Armin est plus intelligent, Mikasa est plus forte, Levi, Erwin, Connie, Jean, ils sont tous meilleurs qu'Eren Yeager. Et plus le manga va évoluer, à chaque épisode, à chaque saison, à chaque mi-saison, Eren va monter. Et alors maintenant, lui c'est l'inverse. Tous les personnages vont souffrir, pourtant lui, il va se libérer. Paradoxalement, c'est le personnage qui, en ne changeant pas du tout, va subir la plus grande évolution, car entouré d'un monde qui change et donc de ses amis, de ses personnages qui vont changer à leur tour, en découvrant de nouveaux alliés, un nouveau monde et surtout de nouvelles technologies et de nouveaux mets, comme par exemple ce vin. L'aspect très cru de ces hommes autour de la vinasse avec le Nil, tous ces hommes qui se disent waouh, la reine, vraiment, elle fait que s'engrosser et tout ça, et puis elle a trouvé un mec et tout. C'est vraiment, encore une fois, un registre réaliste. Je dirais vraiment une discussion moyenâgeuse vis-à-vis de la monarchie, comment ça va se former, comment ça va se déconstruire, comment est-ce que les gens vont évoluer. On est à la croisée des chemins. Tout le monde parle sur tout le monde est triste, et donc pour oublier tout cela, tout le monde boit. Et alors, ça va être à Niccolo d'apporter le vin et d'attendre la famille Braus qui, vous allez le voir dans le prochain épisode, va avoir une petite visite.